Vous n'avez pas encore défaire le parti des médias ? Martial Bilde sera en dédicace à la librairie Les Deux Cités samedi 22 octobre de 14h à 17h. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Passé Présent. Au sommaire, des actualités, des expos, des livres, des BD et notre invité Frédéric Lemoyle pour parler, à l'occasion du centenaire de la marche sur Rome, du fascisme. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Commençons donc par les actualités. C'est une découverte étonnante qui s'est faite par hasard. Alors qu'une excavatrice mécanique creusait dans un parc national de Palmaïm au sud de Tel Aviv en Israël, elle a heurté une surface solide, qui s'est révélée être en fait le toit d'une chambre funéraire. En allant l'explorer, des archéologues ont ensuite réalisé que celle-ci datait de l'époque du pharaon Ramsès II, celui-là même dont le visage a été reconstitué tout récemment, nous en parlions. Ayant régné de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ, il contrôlait Canaa, une région qui englobe les terres de la Palestine, du Liban et d'une partie de la Jordanie et de la Syrie actuelle. En plus de contenir plusieurs squelettes, dont l'un d'entre eux est encore intact, elle abrite de nombreux artefacts datant d'il y a 3300 ans, poteries, calices, lampes, flèches, pointes de fer, lances, etc. Autant d'objets censés accompagner les défunts dans l'au-delà et qui révèlent les pratiques de l'époque. Certains objets viennent de différents pays, comprenant notamment Chypre ou le Liban, et témoignent d'une forte activité commerciale tout le long de la côte. Les fouilles ont par ailleurs révélé que la tombe avait été pillée entre le moment où la grotte a été créée et celui où elle a été refermée. Comment faisaient au néolithique les habitants vivant dans les grandes plaines d'Orient ou d'Asie pour chasser ? Eh bien, ils construisaient des pièges pouvant s'étendre sur plusieurs kilomètres. Ces structures, les archéologues les appellent les pièges en cerf-volant. Ces installations sont constituées de murets en pierre qui forment des chemins dans lesquels les proies étaient guidées par les humains avant d'être piégées. Elles se retrouvaient ensuite dans une enceinte centrale, la tête du cerf-volant, pour être abattues. Des cellules ont par ailleurs été retrouvées cachées dans les murs qui pouvaient aussi servir de fosses de piégeage. Déjà connus depuis des décennies, plus de 6000 de ces pièges en entonnoir ont été retrouvés jusqu'à aujourd'hui, mais seulement dans les pays du Levant et en Arabie. Des chercheurs viennent d'en trouver de nouveaux grâce à l'imagerie satellitaire 400 km plus loin que les précédents. Par leur grande taille et leur qualité d'élaboration, ces structures représentent les plus grandes trouvées datant de l'Holocène. Elles suggèrent une grande coordination et un grand nombre de personnes engagées dans la construction. Ces mêmes techniques ont d'ailleurs été utilisées par les Indiens d'Amérique, puis par les éleveurs de bétail en Amérique du Nord, les cow-boys. Mais il n'y a pas que le bétail qui peut être piégé, les poissons aussi. Ainsi, en Norvège, des pièges à poissons ont récemment été retrouvés dans un site archéologique habité il y a près de 7000 ans. Cette découverte est le fait d'un alpiniste et archéologue amateur, Reidar Marstein, qui est tombé par hasard sur ces vestiges alors qu'il se promenait le long du lac de Tessé. Chaque année, l'eau de la montagne Tessé est drainée pour produire de l'énergie, mettant ainsi à nu l'ancien fond marin. L'archéologue amateur s'est immédiatement rendu compte que des petits poteaux en bois dressés au fond du lac formaient un motif qui ne pouvait être le fruit du hasard. Les poteaux en bois sont des restes d'anciennes nasses de pêche datant de l'âge de pierre, il y a près de 7000 ans, a indiqué le musée d'histoire culturelle norvégien. Il s'agit là de l'un des plus anciens pièges à poissons jamais découverts en Europe du Nord. Au moins 3 chambres de piégeage avec des cultures de guidage ont été identifiées au fond du lac. Les clôtures de guidage servaient à conduire les poissons dans les pièges, après quoi les prises pouvaient être récupérées à partir d'un bateau ou par quelqu'un pataugeant dans l'eau. Quittons la Norvège pour le Pérou, où des archéologues ont annoncé avoir mis au jour les restes de plus de 70 enfants qui auraient été victimes de sacrifices sous une civilisation précolombienne, la civilisation Chimu, qui a perduré jusqu'à la fin du XVe siècle.
Tous les squelettes présentent une coupe nette et transversale le long du sternum, a expliqué Gabriel Prieto, qui dirige le programme de fouilles. Ce qui suggère qu'on a probablement ouvert la cage thoracique et ensuite extrait le cœur. Les enfants ont été placés en position allongée, les pieds vers l'est et inhumés au sommet de monticules artificiels. La découverte n'est pas inédite dans la région, loin de là. À Huanchaco, à 700 km au nord de Lima, des fouilles menées entre 2011 et 2016 avaient déjà mis au jour ce que les archéologues avaient décrit comme le plus grand site sacrificiel d'enfants au monde. La découverte de 227 jeunes victimes y avait été annoncée. Mais ce nouveau site pourrait facilement abriter plus du double des restes que nous avions trouvés à Huanchaquito, a déclaré Gabriel Prieto. Depuis, plus de 300 victimes y sont apparues, dont les 76 dépouilles exhumées l'été dernier. Parmi elles figurent les restes de 5 jeunes filles placées tête contre tête en une sorte de cercle. Les sacrifices pouvaient avoir lieu à l'occasion d'événements comme le manque de pluie, la sécheresse, les problèmes politiques ou les guerres. Quoi qu'il en soit, la pratique semble avoir perduré pendant plusieurs siècles et connu une ampleur non négligeable jusqu'au moins la conquête par les Incas en 1470. Passons maintenant aux expositions. Je vous parlais dans une précédente émission de l'exposition L'Empire de la mode à Rueil-Malmaison, donc toujours dans la même ville. Voici une exposition consacrée cette fois-ci à Eugène de Beauharnais. Il est le fils d'un premier mariage de Joséphine de Beauharnais. Il a su s'attirer la sympathie de son beau-père, le général Bonaparte. Sa vie est d'abord au service de la carrière de celui-ci, qu'il s'agisse de ses engagements militaires, toujours marqués par un grand courage et un réel sens stratégique, au service de l'empereur, dont il devient le fils adoptif, au service du pouvoir impérial comme vice-roi d'Italie, au service de sa famille, en épousant la princesse Auguste Amélie de Bavière, représentante d'une des plus anciennes lignées d'Europe, qui le fait entrer dans le cercle des familles souveraines et princières. Le ménage est heureux, leur amour donne naissance à de nombreux enfants. Leur vie de famille repose sur une affection sincère qui unit ses membres. À la chute de l'Empire, le prince Eugène et son épouse se retirent en Bavière. Titrés duc et duchesse de Leuchtenberg par le roi de Bavière, ils abordent une nouvelle étape de leur vie. Contre toute attente, à force de diplomatie et de prudence, ils se rétablissent, cas exceptionnel au sein de la parentèle impériale. L'exposition propose une synthèse de sa vie à travers ses résidences à Paris, Milan et Munich. Outre son parcours biographique, soutenu par des œuvres d'art et des représentations d'artistes aussi célèbres que Gros ou Gérard, l'exposition s'attarde sur le décor et l'ameublement de ses résidences, sa passion pour les arts, son goût pour les sciences, son sens de la gestion. Un personnage à découvrir dans une exposition présentée principalement au château de Bois-Préau, à Rueil, qui rouvre au public après plus de 25 ans de fermeture et un an de travaux. L'exposition est aussi développée au château de Malmaison, et ceci jusqu'au 9 janvier 2023. Saviez-vous qu'Auguste Rodin était un grand collectionneur d'antiquités égyptiennes ? C'est ce que vous pourrez découvrir cet automne au musée Rodin, qui révèle la remarquable collection égyptienne du sculpteur, composée de plus de 1000 œuvres de l'époque pré-pharaonique à l'époque arabe. L'exposition, intitulée « Rêves d'Égypte », présente un parcours de plus de 400 objets, tous restaurés pour l'occasion et qui mêlent collections et œuvres d'Auguste Rodin, sculptures et dessins, ainsi que des archives photographiques pour mettre en contexte ses amis de la dernière heure, comme l'artiste aimait à appeler les antiques qu'il chérissait. Elle évoque aussi la résonance de l'art égyptien dans l'œuvre de Rodin à travers ses recherches sur la représentation du corps humain, la simplification des formes, le fragment ou la monumentalité. Ainsi, le monument à Balzac, réalisé en 1898, dont il disait « Le Balzac est le sphinx de la France ». L'exposition bénéficie de prêts majeurs du musée du Louvre, du musée d'Orsay, du musée Bourdelle et de collectionneurs privés. Vous avez jusqu'au 5 mars 2023 pour découvrir la passion égyptienne de notre grand sculpteur. D'ailleurs, quand on pense Égypte, on pense pyramides et momies. Mais les momies ne sont pas toutes égyptiennes, loin de là, et je ne vous apprends rien. Et c'est ce que le Muséum de Toulouse vous propose de découvrir avec son exposition « Momies, corps éternels, corps préservés ». Ce n'est pas une exposition d'égyptologie. La thématique des momies choisie pour cette exposition temporaire va bien au-delà. Qu'il s'agisse de momies artificielles, témoins de rites funéraires anciens, ou de momies naturelles, formées par l'action du gel, du sel, de la tourbe ou même de l'ambre, cette exposition s'intéresse à la conservation des corps, qu'ils soient humains ou animaux.
Elle se penche également sur les techniques de conservation contemporaine et pose les questions éthiques et déontologiques liées à la conservation des restes humains. Par la diversité des thématiques abordées, momies, corps préservés, corps éternels, s'ouvre donc sur de nombreuses disciplines, archéologie, anthropologie, thanatopraxie, médecine égale, voire la biologie ou la génétique. Cette exposition donne aussi l'occasion de mettre en relief les collections patrimoniales du Muséum de Toulouse, parmi lesquelles 3 momies admirables spécialement restaurées et étudiées pour. Et tout cela jusqu'au 3 juillet 2023. Un voyage en train, c'est ce que vous propose le Musée d'art de Nantes. Le train dans les œuvres d'art, c'est le nom de l'exposition, nous montre comment ce moyen de locomotion, qui nous paraît banal aujourd'hui, a bouleversé la France, l'Europe, le monde même, et ceci à partir du milieu du XIXe siècle. Les œuvres montrent de la critique à la célébration, du refus à l'adaptation, comment les artistes ont réagi à ce nouvel environnement, alors que rails, ponts, vapeurs, signaux, horloges, gares et télégraphes devenaient les emblèmes technologiques d'une circulation rapide et régulée des personnes, des marchandises ou du courrier. L'exposition présente un ensemble varié de peintures, de sculptures, de dessins, de photographies et même de films des années 1840 aux années 1930, intégrant également quelques œuvres contemporaines. Près de 80 œuvres provenant de collections publiques comme celle du Musée d'Orsay, de la National Gallery de Londres, du Centre Pompidou ou encore de la Galerie nationale d'art moderne et contemporain de Rome. Le voyage dure jusqu'au 5 février 2023. Dans son dernier numéro, la Revue d'Histoire européenne vous propose un dossier sur le fascisme. Plusieurs aspects de cette période clé pour l'Italie y sont abordés. Il s'agit aussi de préciser que le fascisme, devenu un mot valise que l'on accommode à toutes les sauces dès qu'il s'agit de désigner un adversaire, le fascisme est tout d'abord une histoire italienne, spécifiquement italienne. Et c'est pour en parler que nous recevons Frédéric Lemoal. Frédéric Lemoal, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Vous êtes historien, docteur en histoire, professeur d'histoire au lycée militaire de Saint-Cyr et à l'Institut Albert-Legrand à Angers. Et vous venez de publier Les hommes de Mussolini chez Perrin. Et il y a 4 ans, une histoire du fascisme qui fait référence est rééditée en poche dans la collection Tempus. Cette réédition n'est pas le fruit du hasard car nous commémorons cette année les 100 ans de la marche sur Rome, le 28 octobre 1922, et la prise du pouvoir par Mussolini et les fascistes. Alors le fascisme, qui est en tête du mal absolu, est devenu un mot valise, une épithète, une insulte disqualifiante et infamante, appliquée à peu près à n'importe qui, à Donald Trump, à Poutine, aux islamistes comme aux écolos, voire même aux staliniens. Bref, le mot perd peu à peu de sa substance et de sa réalité historique. Alors, notre travail, votre travail d'historien est de le replacer dans sa vérité historique, dans son contexte et surtout dans l'Italie de l'entre-deux-guerres. Alors, je voudrais m'attacher en premier lieu dans cet entretien aux racines du fascisme. Et chose surprenante, pour ceux qui pensent que le fascisme est réactionnaire et conservateur, vous lui trouvez une de ses racines dans la philosophie des Lumières. Donc nous voilà avec un Mussolini rousseauiste. En quelque sorte, tout à fait. Le fascisme est très loin d'être une idéologie réactionnaire et même conservatrice. D'ailleurs, les fascistes ne se sont jamais définis ainsi. Le fascisme est en réalité une idéologie qui s'inscrit pleinement dans la modernité, alors qu'il n'est pas la modernité libérale, effectivement, mais qu'une modernité qu'on peut qualifier de totalitaire. Et l'une des racines du fascisme, effectivement, c'est la pensée rousseauiste. Alors, il est d'usage de diviser les idéologies entre les idéologies issues des Lumières et des anti-Lumières. Et le fascisme est placé dans l'idéologie des anti-Lumières. C'est tout le travail du grand historien israélien Zev Sternel. Alors, sans remettre en cause l'hostilité des fascistes aux Lumières, je leur trouve quand même une racine avec le rousseauisme parce que Rousseau a donné au fascisme la haine du cosmopolitisme, la haine des riches, l'idolâtrie de la nation et surtout le concept de volonté générale, le refus de l'idéologie typiquement libérale, des libertés individuelles. Non, Rousseau voyait la souveraineté comme l'expression de cette volonté générale.
guidé par le législateur, et on a là, bien évidemment, une des influences du fascisme. Est-ce que les fascistes se réclamaient-ils de la Révolution française parce qu'on sait que le Duce était un admirateur de Gracchus Babeuf, par exemple. Est-ce qu'il le citait dans ses discours? Est-ce qu'il y a des références? Quelles sont les sources là-dessus? Ce qui est toujours complexe avec le fascisme, c'est que, oui, en apparence, il exécrait la Révolution française, mais en réalité, Mussolini en parlait souvent des révolutionnaires français. Alors, bien sûr, la révolution, pas la révolution dans son aspect libéral, tel qu'on peut l'avoir en 89, mais dans son aspect jacobine de 93-94, c'est-à-dire cette apologie de la contrainte, cette référence constante à la souveraineté populaire et surtout à la volonté de régénérer la population, le corps des citoyens, le corps du peuple italien. Et tout cela ne peut se faire que sous la contrainte, car c'est là aussi un héritage de Rousseau. Qu'est-ce que le rousseauisme, sinon l'apologie de la contrainte sur l'individu, afin d'en faire un homme nouveau? Bien, on reparlera de l'homme nouveau. Donc, première racine, la philosophie des Lumières. Deuxième racine, le Risorgimento italien. Bien sûr, le fascisme, contrairement à ce que disait Zef Sternel, n'est pas né en France. Il est né en Italie. C'est le fruit de l'histoire de l'Italie, et notamment... C'est vraiment italien. C'est vraiment italien. Du Risorgimento, c'est-à-dire du processus d'unification de la péninsule, qui s'est fait par le renversement des monarchies traditionnelles au nom de la nation. Et donc on a cette union, déjà, de la Révolution et de la nation, mais là aussi, n'est-ce pas l'héritage de la Révolution française, qui a inventé la nation. Et en fait, ce Risorgimento a été la référence constante du fascisme, avec cet appel toujours vers la mémoire de Garibaldi, et en réalité un Risorgimento incomplet. C'est-à-dire que le fascisme s'est présenté comme l'idéologie qui allait achever le processus du Risorgimento, c'est-à-dire le processus de formation de la nation italienne, puisque avant la guerre de 14, on peut considérer que la nation italienne est incomplète à l'extérieur et à l'intérieur. À l'extérieur, parce qu'il y a des Italiens qui vivent en dehors du royaume d'Italie, sur les fameuses terres irrédentes qui appartiennent à l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et puis une nation inachevée à l'intérieur, parce qu'il y a encore les particularismes, bien sûr provinciaux, la différence encore très forte entre le nord et le sud de l'Italie, les catholiques qui ne sont pas bien intégrés au système politique du fait du conflit avec la papauté. Et donc en fait le fascisme s'est présenté comme celui qui allait achever la construction des Italiens, mais un Italien tout à fait nouveau qui n'aurait rien à voir avec celui du passé. Donc vous venez de parler de la Grande Guerre, donc on peut considérer que pour l'Italie, la Grande Guerre a été un ferment d'unité nationale. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Mussolini s'est placé là-dedans? Lui, instituteur socialiste, membre du Parti socialiste italien, a priori non interventionniste. À partir de quel moment bascule-t-il? Pourquoi? Quelles sont ses motivations? Alors, il n'y a pas de fascisme sans la Première Guerre mondiale. Et il n'y a pas de Mussolini sans la Première Guerre mondiale. Et il n'y a pas de fascisme sans Mussolini. Alors, ça c'est plus compliqué. On en reparlera, c'est un peu plus compliqué. Le fascisme, évidemment, il se cristallise au moment de la Grande Guerre. Pourquoi? Parce que Mussolini, effectivement, était un des dirigeants du Parti socialiste italien. Il dirigeait notamment le journal, l'Avanti, du parti, et il appartenait aux franges les plus radicales du parti. Ça n'a jamais été un modéré. Donc il appartenait à ces franges les plus radicales. Il se disait marxiste, même s'il n'avait pas toujours bien compris Marx. Il était plus... Est-ce que le Parti communiste italien existait déjà à l'époque ou pas? Non, quand on dit Parti socialiste, voilà, il faut prendre dans le sens marxiste du terme. Et donc il appartient à ces franges les plus radicales. Il est plus nietzschéen en fait que marxiste. Il est clairement antimilitariste, anticolonialiste. Alors évidemment, quand on sait la suite, ça peut paraître un peu compliqué. En fait, qu'est-ce qui se passe? En 1914, la guerre éclate et l'Italie reste neutre dans un premier temps. Elle n'honore pas son alliance avec les empires centraux. Et il y a un débat en Italie, faut-il intervenir ou pas? Le Parti socialiste italien est clairement sur la ligne marxiste de non-intervention dans cette guerre bourgeoise. Or, Mussolini, lui, se démarque de ses camarades du parti en très rapidement, pas immédiatement en août, mais très rapidement, dès octobre, en se positionnant clairement pour une intervention. Au nom du socialisme, c'est-à-dire que pour lui, la guerre provoquera la révolution. Il faut que l'Italie entre en guerre contre les empires centraux, contre les empires réactionnaires et autoritaires, avec la France, patrie de la Révolution, parce que de cette guerre naîtra la Révolution. C'est-à-dire qu'il est sur le même schéma que le camarade Lénine. Oui. La différence, c'est que Lénine considérait qu'il ne fallait pas se mêler de cette guerre et attendre que le capitalisme s'entre-dévore, alors que lui considérait qu'il fallait intervenir. Et c'est là où se fait ce mariage, ce remariage
en quelque sorte, entre le socialisme et le nationalisme. C'est ça qui est parfois un peu compliqué à saisir. C'est-à-dire qu'il reste socialiste, dans sa tête il reste socialiste, dans le sens où il défend maintenant non plus le prolétariat, mais le peuple italien, mais toujours contre le même ennemi, la bourgeoisie pleutre italienne. Et il faut défendre la nation parce qu'on défend le peuple. Et le fascisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le retour de l'idée nationale dans les rangs du fascisme. Mais pour lui, la guerre est une façon de mettre un coup de pied dans la fourmilière ou de déstabiliser le pays ? De renverser les structures sociales du pays. Victoire ou pas victoire, finalement. Alors, avec une victoire... il pensait plutôt à une victoire, à une guerre victorieuse qui serait la victoire des forces, en fait, progressistes. Et c'est pour ça qu'il reçoit des subsides de l'ambassade de France, du Palais Farnèse, qui a financé son journal Il Popolo d'Italia, qu'il crée au moment de sa rupture avec le PCI, c'est-à-dire qu'il est expulsé du PCI. Du PSI. Du PSI, excusez-moi, du PSI. Mais dans sa tête, il reste encore un socialiste. En 1917, avec la révolution bolchevique, il devient très anti-bolchevique, parce que la Russie sort de la guerre. Parce que la Russie sort de la guerre. La Russie sort de la guerre, et donc elle trahit l'alliance, et elle met l'Italie dans une situation absolument catastrophique, car l'Italie aurait pu perdre la guerre à la fin de 1917. En plus, le bolchevisme de cette époque est un bolchevisme absolument apocalyptique, éliminationniste, qui fait horreur à Mussolini. Donc c'est déjà quand même un homme d'ordre. Oui, il y a déjà cette idée qu'il n'est pas question que la révolution sombre dans le chaos pour l'Italie. Et on arrive en 1919 avec une Italie victorieuse, mais avec une paix imparfaite, ce que Gabriele D'Annunzio appelle la victoire mutilée, c'est-à-dire que l'Italie n'a pas obtenu tout ce qui lui avait été promis, même si elle a obtenu quand même une partie. Ça crée une crise nationaliste dans l'élite italienne, dans la bourgeoisie italienne. Ça accompagne une crise politique, une crise sociale, une crise intellectuelle très forte, avec la menace qu'exerce le Parti socialiste, qui devient le Parti communiste, qui s'est radicalisé du fait des événements de Russie. Et il y a en 1919-1920 une crainte, justifiée ou pas, les historiens en discutent. Bon, et on est d'accord pour dire qu'il n'y avait pas une menace bolchevique telle qu'elle s'est exercée en 17. Mais en tout cas, elle était perçue comme ça en Italie. Et le fascisme est né aussi en réaction contre cette menace bolchevique, mais attention, ce n'est pas une réaction réactionnaire. Oui. C'est une réaction, en fait, révolutionnaire. Le programme des faisceaux de combat qui sont fondés en mars 1919 est un programme, alors là, clairement à gauche, avec des mesures qu'on qualifie très clairement de socialistes. De socialistes. On va rester sur les racines, et bien sûr que lorsqu'on parle de l'Italie et de la Rome, on ne peut pas s'empêcher de penser à la Rome impériale. Alors est-ce que la Rome impériale, est-ce que cette grandeur perdue de l'Italie a été également utilisée par... Alors pas immédiatement. Pas immédiatement, il faut attendre quand même le tournant de 1921, qui est un tournant en direction de la droite, en direction des forces conservatrices, parce que Mussolini a compris qu'il ne pouvait pas arriver au pouvoir sans l'appui des forces conservatrices qui sont effrayées par le danger communiste. Et là, on voit apparaître en effet la thématique de l'Empire romain. Alors, non pas comme une sorte de nostalgie, c'est pas une démarche passéiste, parce que les fascistes ne sont jamais passéistes. Ils font référence à l'Empire romain comme projet d'expansion du peuple italien, d'un projet de domination du peuple italien, vu comme un peuple fort sur les autres peuples méditerranéens, les peuples faibles, dans lesquels d'ailleurs ils mettront rapidement les Français. Et il y a cette perspective d'assurer la grandeur de l'Italie. Et on retrouve le projet d'homme nouveau, c'est-à-dire que l'italien fasciste devra être un héritier du légionnaire, devenir une sorte de néo-légionnaire, en mettant de côté tout ce qui l'a affaibli, c'est-à-dire la période du Moyen-Âge et de la Renaissance, marquée notamment par l'influence catholique et chrétienne que les fascistes, en réalité, rejettent, même s'ils seront obligés de faire des compromis avec l'Église. On a un mouvement anti-chrétien, enfin pas franchement anti, alors, hostile. Ce sont des anticléricaux. Mussolini est très clairement anticlérical. Il déteste les curés, qu'il appelle les punaises, les cafards. Il est baptisé ou pas, Mussolini? Oui, tout à fait. Alors, il a fait son mariage sans aller à l'église. Alors, avant de passer les accords du Latran avec le pape, il se dépêchera évidemment de faire un mariage religieux, mais il est clairement anticlérical. Et il disait « Je suis catholique, mais anti-chrétien ». Je suis catholique parce que je suis italien. Donc c'est un élément important de l'identité italienne et l'idée impériale, selon lui, est indissociable du catholicisme, mais anti-chrétien parce qu'il rejette bien sûr les valeurs du christianisme, qui sont des valeurs évidemment opposées aux valeurs brutales
du fascisme. Bien. Et alors justement, on va venir à la marche sur Rome. Qui sont ces fascistes qui prennent, enfin qui cueillent, même pourrait-on dire, le pouvoir en 1922 ? Mussolini parlait d'une aristocratie des tranchées, en opposant les paysans qui étaient au front et les ouvriers, et plutôt à l'arrière dans les usines, et aux bourgeois planqués. Donc quelle est cette aristocratie des tranchées, et est-ce que ce sont ceux qui ont pris le pouvoir en 1922 ? Tout à fait, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que le fascisme est l'héritier de la Première Guerre mondiale et se veut le défenseur de l'héritage de la Première Guerre mondiale et des combattants de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que dans les équipes qu'on appelle les squadres de chemises noires, ces groupes paramilitaires militarisés, on trouve soit des anciens combattants qui ont mal vécu leur retour de la guerre, et notamment le mauvais accueil que leur ont fait les socialistes, parce que vous avez des militants socialistes qui agressaient les soldats dans les rues, qui leur arrachaient leurs galons, qui leur arrachaient leurs médailles. Donc ils ont considéré... Chose qu'on n'a pas vue en France, par exemple. Voilà, tout à fait, c'est exactement ça, exactement. Parce que le socialisme, en France, c'est rallié à la guerre. Ça n'a pas été le cas en Italie. Donc on avait les anciens combattants qui voulaient défendre l'héritage de leur combat, le sacrifice de leurs camarades. Et puis vous aviez des jeunes gens, trop jeunes pour avoir combattu, mais qui voulaient connaître l'exaltation du front et fréquenter ces anciens combattants. Donc en fait, les fascistes, et ceux qui prennent le pouvoir en 1922, c'est la génération du front. Et effectivement, comme vous le dites, il s'agissait de défendre cet héritage face aux planqués de la guerre, les ouvriers socialistes qui avaient fait des grèves en 1917. C'est quand même bizarre d'opposer finalement ouvriers et paysans lorsqu'on veut être un parti populaire. A priori, les ouvriers font partie des classes populaires. Oui, mais les ouvriers avaient été touchés par le communisme, avaient été touchés par le bolchevisme. C'était y compris pendant la guerre. C'est-à-dire qu'en faisant des grèves, ils avaient en quelque sorte saboté. Ils auraient pu saboter l'effort de guerre. Donc par rapport aux paysans, en effet, cette masse paysanne qui avait défendu l'Italie pendant la guerre, ils constituaient en quelque sorte des traîtres. Et le fascisme, c'est ça. C'est une vision de la société, une communauté qui est unie, qui est militarisée et qui exclut les potentiels traîtres ou les éléments impurs qui doivent être mis de côté. Alors, mis de côté, alors justement, mis de côté, on parle des bourgeois, et on a l'impression que les bourgeois sont vraiment la bête noire. Alors, dans un premier temps, tout à fait. Alors là, de Mussolini. Voilà, c'est toujours complexe avec le fascisme et Mussolini, parce que Mussolini détestait vraiment les bourgeois. Il les avait fréquentés quand sa chère maman l'avait mis dans un lycée un peu huppé. Il avait fréquenté les fils de la bourgeoisie, qui avaient regardé de haut le fils du forgeron qu'il était. Donc il a toujours eu une haine. Oui. Et c'est ça qui fait le fil conducteur de cette vie, en fait. Un petit sentiment, finalement, d'infériorité sociale. Oui, d'infériorité, de revanche sociale, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et ce qui relie le Mussolini socialiste du Mussolini fasciste, en fait, c'est ça, c'est cette haine de la bourgeoisie. Alors là où ça peut paraître paradoxal, c'est que le mouvement s'appuie sur la petite bourgeoisie italienne, qui a apporté un vrai soutien au régime avant et après la prise du pouvoir. Mais après tout, est-ce étonnant, c'est toujours dans les fils de la petite bourgeoisie que l'on trouve les révolutionnaires. Que ce soit en 1789 ou en 1968, c'est toujours dans cette classe sociale que l'on recrute les révolutionnaires, ceux qui ont soif de changements sociaux, qui ont soif un peu d'aventure et de rompre avec leur milieu. On les trouve là. Mais pour lui, la bourgeoisie représentait vraiment les forces de l'argent, les forces antinationales, les lâches de la guerre, pendant que le peuple se faisait tuer au front. Donc, la marche sur Rome, est-ce que ce fut vraiment un coup d'État, un coup de force, un putsch, ou une démonstration un peu théâtrale à l'italienne? Alors là, ça fait partie des grandes discussions que nous avons entre historiens du fascisme pour qualifier la marche sur Rome, et on voit bien avec les publications actuelles qu'on n'est pas du tout d'accord sur ce que c'est. Alors, on ne peut pas appeler ça un coup d'État dans le vrai sens du terme, parce que le coup d'État, c'est octobre 17, c'est-à-dire qu'un parti minoritaire s'empare des leviers du pouvoir. Les préfectures, les palais ministères, le palais, le gouvernement, etc. C'est pas du tout ça. Mais il y a quand même eu la marche sur Rome. Alors, si vous voulez, pour résumer, la marche sur Rome, c'est l'association entre, d'un côté, une pression de type insurrectionnel, qui est constituée par la marche elle-même, c'est-à-dire l'avancée des squadres de chemises noires, depuis les villes entourant Rome, les villes dont ils se sont d'ailleurs, c'est vrai, emparés, les préfectures, les mairies, et qui se mettent à marcher à partir de la nuit du 27 au 28 octobre en direction de Rome, clairement pour prendre le pouvoir.
Mais de l'autre côté, la marche sur Rome, c'est quoi? Ce sont des manœuvres politiques en coulisses, parce que Mussolini a fait ça toute sa vie, des manœuvres politiques qu'il a appris au Parti socialiste italien. Toute sa vie, il a fait de la politique. C'est un homme qui sait être très pragmatique quand il le veut. Et en fait, ce sont des manœuvres en coulisses avec le palais royal, avec les fascistes, les chefs fascistes qui sont proches du palais royal et qui négocient soit la participation de Mussolini à un gouvernement, mais pas dirigé par lui, mais par une personnalité du monde libéral comme Antonio Salandra, ou alors un gouvernement de Mussolini, mais là aussi un gouvernement de coalition, parce que les fascistes n'avaient quand même que 35 députés à l'Assemblée. Et en fait, la marche sur Rome, c'est la conjonction de ces deux éléments, cette pression sur le roi Victor Emmanuel III, qui a peur pas tellement des fascistes, mais qui a peur de la guerre civile s'il utilise la force pour réprimer le mouvement, ce qu'il aurait très bien pu faire. Mais l'armée aurait-elle suivi? Ça, c'était aussi une de ses interrogations. Et donc, il a engagé des négociations politiques. Il a envisagé dans un premier temps un gouvernement avec participation de Mussolini, jusqu'au moment où Mussolini a dit « c'est tout ou rien, c'est un gouvernement dirigé par moi ou l'insurrection jusqu'au bout ». Et le roi a préféré céder, parce qu'il n'avait pas le choix, et il a confié le gouvernement le 30 octobre à Mussolini. Et on connaît la suite. On va accélérer un petit peu, parce que le temps passe très vite finalement. On va arriver juste avant la guerre, donc il est courant d'entendre ou de lire que ce sont les démocraties occidentales, la France et surtout la Grande-Bretagne, qui auraient jeté Mussolini dans les bras d'Hitler. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une réalité, ou est-ce qu'on aurait pu composer avec lui comme on le fit avec Franco? Alors très rapidement, dans les années 20, la diplomatie fasciste est clairement du côté des démocraties. Tout simplement parce qu'ils ont un point commun, c'est l'hostilité au révisionnisme allemand, à la volonté de revanche allemande, car Mussolini a très peur de l'Anschluss, qui pourrait aller jusqu'à l'annexion du Trentin, province germanophone. Ça l'a rendu fou furieux d'ailleurs. Tout à fait, qui a été annexée par l'Italie en 1919. Jusqu'au moment où il décide d'envahir l'Éthiopie, en octobre 1935, membre de la SDN, donc il piétine tous les principes de la SDN. La France et l'Angleterre se trouvent dans une situation bien délicate. Soit on condamne Mussolini pour cette agression et on le jette dans les bras d'Hitler, soit on le laisse faire et on piétine tous les principes de la sécurité collective et de la SDN. Alors, en France, Laval aurait bien laissé tomber l'Éthiopie. Les Anglais, eux, sont assez vent debout, notamment l'opinion publique qui fait pression sur le gouvernement pour que l'Italie soit condamnée. Il y a donc condamnation par la SDN, des sanctions qui ont été votées, que c'était pas bien forte, hein, mais c'était l'acte qui était très fort d'isolement de l'Italie. Les Italiens ont soutenu massivement Mussolini dans cette épreuve. Et à la fin de la guerre d'Éthiopie, ils se retrouvent isolés. Donc, fin de la guerre d'Éthiopie, mai 1936, signature en octobre 1936 de l'Axe Rome-Berlin, qui n'est pas une alliance, mais qui est un premier pas vers Hitler. Hitler n'attendait que cela pour s'entendre avec Mussolini, ce qu'il voulait depuis 1933. Bien. Je voudrais qu'on revienne, qu'on arrive à notre époque finalement. Quelle est pour vous la mémoire du fascisme aujourd'hui? J'ai fait un petit voyage à Rome il y a quelque temps et me baladant aux environs du stade olympique, je pensais à tous ces supporters qui viennent en famille le week-end voir un match de football et qui marchent le long de cette grande allée avec des bornes et des mosaïques à la gloire de Mussolini. Il y a écrit Duce Duce partout au sol. On s'étonne que ce ne soit pas ni tagué, ni vandalisé, voire même enlevé par les pouvoirs publics. Oui, alors le travail mémoriel n'a pas du tout été le même, évidemment, qu'en Allemagne. Vous avez aujourd'hui en Italie, comme vous l'avez très bien décrit, des traces architecturales du fascisme, des duce, des dux un peu partout dans Rome. Alors, parce que, pour plusieurs raisons, le régime, bien qu'il ait été quand même violent et qu'il ait entraîné l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale et dans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, parce que les Italiens l'ont payé très, très chèrement, cette alliance avec l'Allemagne, n'a quand même pas laissé le souvenir d'Hitler, parce que le régime n'a jamais atteint un degré de férocité, une intensité dans les répressions telle qu'on pourrait l'associer dans la mémoire avec Hitler. Ensuite, le régime a été quand même populaire. Les Italiens n'ont peut-être pas été massivement fascistes, en tout cas ils ont été quand même sans doute massivement mussoliniens. Oui. Et donc, effectivement, s'il n'avait pas... On l'entend ça aujourd'hui en Italie, hein. Sa seule erreur, ça a été l'alliance avec Hitler. Avant cette alliance, ma foi, tout se passait bien. Les répressions étaient
à un niveau qui n'avait rien à voir avec l'Union soviétique ou avec l'Allemagne nazie. Il n'y avait pas de camp de concentration, il n'y a pas de Dachau en Italie, pardon, il n'y a pas de goulag en Italie. Donc un niveau de répression qui était quand même faible, des réalisations sociales et économiques qui étaient quand même limitées, mais par rapport à ce qu'était l'Italie avant, qui était considéré comme quand même des progrès. Donc, et puis il n'y a pas eu de Nuremberg du fascisme, il n'y a pas eu de grand procès du fascisme. Et donc, encore aujourd'hui, vous avez une partie de l'opinion publique italienne qui considère que, ma foi, le régime n'était pas si mauvais que ça, et que lui n'était pas si mauvais que ça. D'autant plus qu'avec le système parlementaire instable que connaît l'Italie depuis l'après-guerre, il y a des mouvements anti-parlementaires. Et donc, ces mouvements anti-parlementaires, bien sûr, ont une certaine nostalgie de ce temps de dictature où, effectivement, il n'y avait pas le parlementarisme. Venons au Parlement avec l'élection de Giorgia Meloni en Italie. Elle est qualifiée, selon les médias, de fasciste, de néo-fasciste. Et la dernière mode, c'est la post-fasciste. Alors, est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment post-fasciste ? Est-ce qu'il y a une filiation entre Meloni et le mouvement fasciste de Mussolini ? Alors, si on regarde le parcours de Mme Meloni... ou de son parti, parce qu'on a toujours la flamme vert, blanc, rouge du MSI. Le parcours de Mme Meloni la rattache en quelque sorte au fascisme, et son parti, qui est né d'une scission d'Alleanza Nazionale, qui était elle-même l'héritière du MSI, qui était un parti clairement néo-fasciste après la Seconde Guerre mondiale. Bon. Mais effectivement, quand on voit l'évolution, on voit très bien qu'on est dans une évolution conservatrice. Madame Meloni n'est ni post-fasciste, ni néo-fasciste, ni je ne sais quoi. Elle incarne une droite nationale et conservatrice. Il n'y a rien dans son programme, ni dans ses écrits, ni dans ses discours, qui pourrait être apparenté au fascisme. Il n'y a pas de projet d'homme nouveau, il n'y a pas d'apologie de la violence, il n'y a pas volonté d'envahir ses voisins, il n'y a pas volonté de remettre en cause le système démocratique italien. À ma connaissance, elle n'a pas fait de marche sur Rome pour devenir la future Premier ministre, présidente du Conseil italien. Donc, que ce soit sur le fond ou sur la forme, il n'y a pas de fascisme. Madame Meloni est la réponse aux troubles de notre temps. Le fascisme était la réponse des troubles des années 20, du monde complètement déstabilisé par la modernité et par la Première Guerre mondiale. Madame Meloni, c'est la réponse de la situation troublée dans laquelle se trouvent les Italiens, du fait de la mondialisation des années 90, de l'ouverture généralisée des frontières, d'une immigration absolument incontrôlable et des conséquences identitaires et de peuplement que cela a sur l'Italie. Il n'y a pas besoin d'aller convoquer le fascisme pour cela. Effectivement, c'est toujours la même chose. Merci Frédéric Lemoine. Donc je rappelle les titres de vos ouvrages, Les Hommes de Mussolini, qui vient de sortir chez Perrin. Mais nous en reparlerons, vous reviendrez. Avec plaisir. L'histoire du fascisme, toujours chez Perrin et réédité dans la collection Tempus. Mais aussi vous avez écrit Les Divisions du Pape, c'est le Vatican face aux trois grands totalitarismes du XXe siècle, paru chez Perrin en 2016. Et n'oubliez pas la revue d'histoire européenne qui est consacrée au fascisme. Encore tout le mois d'octobre dans les kiosques, mais après vous pourrez vous le procurer au numéro. Il y a un lien sous la vidéo. Et en passant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Avant de retrouver Christopher Lann et sa petite histoire, quelques livres à vous conseiller. Les Conquistadors par Fernando Cervantes, universitaire mexicain, qui s'intéresse ici au mythe aujourd'hui décrié des conquistadors, les conquérants espagnols des Amériques. Compte tenu de toutes les légendes noires qui courent sur le sujet, son premier souci est de rétablir les faits. Il est vrai que ces hommes du Moyen-Âge tardif détruisent, pillent, assassinent et s'emparent de territoires, provoquant sur place un véritable séisme. Leur sauvagerie scandalise l'Espagne, au premier chef Charles Quint, qui interdit certaines pratiques, sans pouvoir vérifier bien sûr s'il est écouté. Le grand mérite de l'auteur est de présenter ses conquêtes dans le contexte de l'époque et pas en fonction de nos valeurs contemporaines. S'il cherche la gloire et à s'enrichir, les conquistadors ont aussi d'autres motivations, notamment messianiques, outre les biens qu'ils ramènent, qui servent à asseoir la puissance espagnole en Europe. Ce livre, particulièrement objectif, c'est à souligner, remet les choses à leur place et évite les caricatures simplistes. Les conquistadors étaient brutaux, agressifs, parfois déchaînés, mais, comme l'écrit l'auteur, leur action mérite d'être jugée avec plus de bienveillance que cela n'a été le cas jusque présent. Un excellent livre sur une période peu connue, paru aux éditions Perrin. Restons sur le continent américain, un peu plus au nord, un peu plus tard,
avec la guerre de sécession. Il y a 160 ans, la guerre civile américaine faisait rage. Rappelons qu'elle fit entre 750 000 et 850 000 morts et fut le conflit le plus meurtrier que connurent les États-Unis. La sécession des États du Sud débuta le 12 avril 1861 et les chefs confédérés étaient persuadés d'une victoire rapide. Pourtant, malgré leur première victoire, la guerre se prolonge. En réalité, les deux camps sont inégaux. Face au Sud, agricole et traditionnel, le Nord dispose de 80% des industries du pays et peut mobiliser bien plus d'hommes. 3 millions de combattants s'affrontent au cours de 10 000 engagements. Lors de grandes batailles comme Antietam ou Gettysburg, le Nord prend le dessus. 1864 marque le repli des forces sudistes, incapables de faire face à une masse nordiste très bien équipée. À Appomattox, Grant, qui dispose de plus de 120 000 hommes contre 60 000 pour Lee, contraint ce dernier à capituler le 9 avril 1865. Ce livre présente un récit chronologique, proche, à juste titre, de l'histoire de bataille, sans pour autant occulter les dimensions politiques, économiques ou industrielles du conflit. L'auteur, Vincent Bernard, qui a déjà publié des biographies des généraux Grant et Lee, connaît parfaitement son sujet et présente les événements comme ses analyses avec le plus d'objectivité possible. Un ouvrage tonique dont la lecture est conseillée. La guerre de sécession est éditée chez Passé Composé. Chez Taillandier, maintenant, Le temps des guépards, écrit par Michel Goya, colonel à la retraite, docteur en histoire, qui s'est déjà fait connaître par ses travaux de qualité. Dans ce livre, il revient sur tous les conflits auxquels a participé la France depuis 1961. Et ils sont nombreux. 19 guerres sur 3 continents, ainsi que 13 grandes opérations de police internationale, impliquant chacune au moins 1 millier d'hommes. On découvre pourquoi ces interventions ont été décidées, comment elles ont été réalisées et surtout leurs résultats. L'esprit critique de l'auteur fait merveille. Selon lui, beaucoup de choix politiques relèvent plus de l'émotion que de la raison, qui n'est pas la meilleure conseillère. Si la plupart des engagements se sont soldés par des succès, le bilan des opérations de stabilisation, c'est-à-dire les interpositions humanitaires armées, est franchement mauvais. De façon générale, l'analyse montre que les soldats français sont trop peu nombreux et qu'il n'est pas assez fait appel aux réservistes et aux sociétés militaires privées. Autre faiblesse, dès que des pertes se produisent, les dirigeants politiques doutent très vite de leur choix et manquent de constance. Cette étude, qui met en pleine lumière et avec brio la problématique des opérations militaires menées par la France, devrait être prise au sérieux. C'était donc Le temps des guépards par Michel Goya chez Taillandier. Les bandes dessinées maintenant. Une nouveauté dans la belle série Les Reines de sang qui paraît aux éditions Delcourt. Cette fois-ci, c'est la Kaïna ou la Raïna, reine berbère, qui est évoquée. L'album nous transporte à l'aube du 7e siècle. Les armées musulmanes déferlent sur le Maghreb. L'émir décide de soumettre par la force les tribus berbères alliées de Byzance qui refusent de se convertir à l'islam. Mais la reine Raïna se dresse contre le envahisseur et unifie ces tribus. Le scénariste Simon Trins révèle le parcours méconnu en Europe de cette reine berbère devenue le symbole de la résistance à l'islam conquérant. Par un scénario bien rythmé, il décrit une guerrière farouche, jouant parfois de ses charmes, avec des pouvoirs surnaturels de devineresse. Le dessin réaliste de Dragan Ponovic est particulièrement dynamique, ses cadrages composent de superbes batailles et il dresse le portrait d'une jeune rebelle au regard perçant. Ceux qui ont suivi les enquêtes de Machiavel retrouveront avec plaisir le tome 2. Les autres pourront d'abord se plonger dans le tome 1. Cette fois-ci, nous sommes en juillet 1499. L'armée de Florence fait le siège de la ville de Pise. Un espion a découvert que les Pisans espèrent retrouver le cœur du magnifique trésor de Laurent de Médicis. Le gonfalonier de Florence charge alors le jeune Niccolò Machiavel de rechercher ce trésor. Il va recevoir l'aide inattendue du peintre Sandro Botticelli. Le scénariste Jean-Marc Rivière imagine ainsi la jeunesse de Machiavel, célèbre fondateur de la politique moderne, séparé de la morale et de la religion. Son œuvre la plus connue, Le Prince, montre comment accéder au pouvoir et y rester. Le dessinateur italien Gabriele Andrade, par un style réaliste d'une grande précision, reproduit Pise et Florence à l'époque de la Renaissance. Les enquêtes de Machiavel sont publiées par les éditions Glénat. Avant de nous quitter et de retrouver la petite histoire de Christopher Lann, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt.
début de la Première Guerre mondiale, Jean Delattre de Tassigny, alors jeune lieutenant d'infanterie, rend visite à Georges Clemenceau. Les deux hommes sont nés dans le même village, donc l'entrevue est cordiale, et à l'issue de celle-ci, le tigre lance « Regardez-le bien, celui-là, et souvenez-vous de lui, il ira loin, très loin ». Un résumé de vie plutôt bien anticipé quand on sait la carrière qui attend celui qu'on surnommera le roi Jean. De la Première Guerre mondiale à l'Indochine, en passant par la libération de la France à la tête de la Première Armée, Delattre de Tassigny restera sans doute dans l'histoire comme l'un des plus grands chefs de guerre français. Retour sur son parcours et sa légende. Issu non pas d'une famille noble, comme la légende le laisse entendre, mais de l'ancienne bourgeoisie française, Jean Delattre de Tassigny est né en 1889 en Vendée, dans le petit village de Mouilleron-en-Parède, si ça se prononce comme ça, le même village que Georges Clemenceau. Après ses classes, il fait Saint-Cyr et dès sa sortie, il s'oriente vers la cavalerie en entrant à la célèbre école de cavalerie de Saumur. Il en sort sous-lieutenant, affecté au 12e dragon. Lorsque la Grande Guerre éclate, il est à Pont-à-Mousson et il est envoyé au front. Il s'illustrera au cours de cette guerre par une conduite exemplaire au feu. Il est blessé à 5 reprises, participe à l'intégralité de la bataille de Verdun, du chemin des Dames, et à la fin de la guerre, qu'il termine comme capitaine dans l'infanterie, il compte 8 citations et décoré de la Légion d'honneur et aussi de la Military Cross britannique. Après le conflit, il se porte volontaire pour être envoyé au Maroc où il prend une part active dans la guerre du Rif, au cours de laquelle il est à nouveau blessé grièvement cette fois-ci. Il reçoit 3 citations et ressort chef de bataillon. À partir de 1931, il est affecté à l'état-major du général Weygand. Et là où il va pouvoir confirmer qu'il est un bon, il l'avait déjà fait lors de la Première Guerre mondiale comme dans le désert marocain, eh bien c'est en février 1934. Pourquoi en février 1934 il confirme que c'est un bon? Parce que février 1934, vous connaissez les événements. Eh bien à cette occasion, notre ami Delattre est du bon côté. Quand je dis du bon côté, c'est qu'il appartient tout simplement à un groupe qui complote pour renverser la République. Pour moi, ça vaut toutes les légions d'honneur. Pétain essayera d'ailleurs, suite à ça, de le faire virer auprès de Weygand, sans succès. Et ça tombe bien, puisqu'il s'apprête à entrer dans la légende. En 1939, quand la guerre éclate, il est nommé général à 51 ans, ce qui en fait le plus jeune général de France, et il commande la 5e armée en Alsace. Lorsque l'Allemagne passe à l'offensive, il se met à la tête du 14e régiment d'infanterie et il va, malgré la débâcle, opposer une résistance aussi acharnée qu'exemplaire à l'avancée de la Wehrmacht. Sa mission est de barrer la route de Paris aux Panzers en leur interdisant le franchissement de l'Aisne. C'est ce qu'il fera à la tête de ses hommes pendant plusieurs jours. Alors que les Allemands sont plus nombreux, mieux équipés, qu'ils font une avancée fulgurante et que les Français n'ont que 3 chars B1 bis à leur opposer dans ce secteur, les fantassins du général Delattre repoussent tous les assauts ennemis. Ils sont bombardés jour et nuit, les offensives allemandes redoublent d'intensité, mais rien ne passe. Et les Français se payent même le luxe de contre-attaquer avec force. Et Delattre, fidèle à lui-même, fidèle aussi à sa devise « Ne pas subir », il est partout. Partout où on a besoin de lui, à l'état-major, comme en première ligne avec ses hommes sous la mitraille où il redonne du courage à ses troupes. La résistance est si intense que les Allemands sont contraints de se replier. Malheureusement, ça ne changera pas le cours de la guerre que vous connaissez, mais Delattre a fait partie de ces hommes trop souvent ignorés qui ont bel et bien combattu bravement et avec honneur en 1940. Le général allemand Schubert le reconnaîtra plus tard, je cite, « Les ardentes contre-attaques françaises menées de main de maître ont obligé nos troupes à une retraite précipitée. La 14e division d'infanterie s'est battue les 9 et 10 juin d'une manière identique aux meilleures unités françaises de 14-18 devant Verdun. À la signature de l'armistice, Delattre est loyaliste, il reste dans l'armée du maréchal Pétain
car son but est de relever le moral de l'armée française, mais aussi de former des cadres afin d'en rebâtir une digne de ce nom. Il fondera d'ailleurs plusieurs écoles de cadres durant cette période, mais aussi tout au long de son épopée. Le mec, à chaque fois qu'il foutait les pieds quelque part, que ce soit en vacances ou en pleine campagne, c'était pour ouvrir une école de cadres. Voilà, fidèle à sa doctrine d'assurer l'avenir de l'armée française. Sous Vichy, il est ensuite envoyé en Tunisie, mais il sera bien vite rappelé parce que durant son séjour, il a refusé de ravitailler l'Africa Corps. Pour l'instant, il croit encore à sa mission auprès de Pétain. Il est d'ailleurs promu général d'armée en 1942, alors même que les Allemands ne peuvent pas le blairer, alors qu'il est le seul haut commandant à ne pas être décoré de la Francisque et qu'il a été fiché pour ses sympathies gaullistes. Là où tout va basculer, c'est justement en 1942, quand les Alliés débarquent en Afrique du Nord et que par la même occasion, les Allemands décident d'envahir la zone libre. Les ordres de Vichy étaient clairs, ne pas s'opposer à l'arrivée des Allemands. Eh bien ces ordres, De Lattre ne les accepte pas. Il fait même mieux que ça puisqu'il ordonne formellement à ses hommes de s'opposer aux troupes allemandes lors de leur arrivée. Pour ça, il est arrêté, condamné à 10 ans de prison et enfermé, ce qui fera dire au préfet Hondeberry que, je cite, « Lorsqu'on apprend qu'ils ont franchi la frontière, on s'occupe beaucoup plus d'arrêter De Lattre que les Allemands. » Qu'à cela ne tienne, De Lattre s'évade de sa prison avec la complicité de sa famille, mais aussi de la résistance. Il rejoint Londres, puis Alger, où il rencontre De Gaulle, qui le nomme général d'armée. Voilà désormais De Lattre à la tête de l'armée B, qui deviendra plus tard la première armée française, et qui est un amalgame entre les forces françaises libres et l'armée d'Afrique. C'est cette armée qui, le 19 juin 1944, libère l'île d'Elbe. C'est important de libérer l'île d'Elbe, c'est quand même chez nous, quoi. Le 15 août 1944, aux côtés des Américains, De Lattre et sa première armée, qui constitue l'essentiel des troupes alliées avec ses 250 000 hommes, débarquent en Provence et rapidement, les villes portuaires de Toulon et Marseille sont libérées. Puis, la première armée remonte la vallée du Rhône, libère Lyon et se renforce à mesure qu'elle intègre à son effectif les troupes des FFI, les forces françaises de l'intérieur, et aussi de l'armée d'armistice, ce qui rend son amalgame encore plus intéressant, disons. Et la voilà portée à près de 400 000 hommes, c'est-à-dire une force loin d'être négligeable pour la libération de la France. Elle fait bientôt sa jonction avec la 2e DB, qui a débarqué en Normandie et libéré Paris, et elle participe à la bataille des Vosges, où elle inflige de lourdes pertes aux Allemands, libère Mulhouse et Belfort. De son côté, la 2e DB a libéré Strasbourg, c'était un objectif symbolique de la plus haute importance pour Leclerc, sauf que les Allemands contre-attaquent dans les Ardennes et qu'Eisenhower va jusqu'à envisager une retraite sur les Vosges. Ça reviendrait à abandonner Strasbourg un temps aux Allemands. Pour De Gaulle comme pour De Lattre, livrer à nouveau Strasbourg à l'ennemi est tout simplement inenvisageable. De Gaulle tente de convaincre Eisenhower, il lui assure, je cite, que ce serait un désastre national irréparable. Le général est bien décidé à se passer des ordres américains, ça tombe bien, De Lattre aussi est déterminé à empêcher cette humiliation. Il donne alors l'ordre à ses hommes de défendre Strasbourg coûte que coûte. Eisenhower finira par accepter, mais De Gaulle et De Lattre avaient déjà anticipé en se passant de l'aval américain. C'est ainsi les Français de la première armée qui vont défendre Strasbourg avec une telle valeur que malgré des lourdes pertes, ils parviendront à empêcher la reconquête de la ville par les Allemands. De Lattre a si bonne réputation en tant que chef de guerre à ce moment-là que 4 divisions américaines sont intégrées à son armée et placées sous son commandement, ce qui fera de lui le seul général français à commander de grandes unités américaines. Après la réduction de la poche de Colmar, sous les ordres de De Gaulle, De Lattre franchit le Rhin les 30 et 31 mars et entre en Allemagne. Les Américains sont furieux, mais De Gaulle insiste et ordonne à De Lattre de poursuivre. Ainsi, la première armée prend Stuttgart et s'y maintient, causant de lourdes pertes aux Allemands et faisant de nombreux prisonniers. Cette campagne dite Rhin et Danube s'achèvera en Autriche et le 8 mai 1945, c'est De Lattre de Tassigny qui, comme une récompense ultime pour toute cette incroyable épopée, représentera la France à la signature de la capitulation allemande à Berlin, aux côtés d'Eisenhower, Zhukov et de Montgomery. Après la guerre, De Lattre est désigné comme commandant en chef des forces françaises d'occupation en Allemagne, puis à partir de 1948, il est, avec Montgomery, le premier commandant en chef des forces terrestres
de l'Europe occidentale. En 1950, il est envoyé en Indochine en tant que commandant en chef et en quelques mois seulement, il parviendra à rétablir la situation et à remporter des victoires significatives sur le Viet Minh. Malheureusement, au cours de cette guerre d'Indochine, son fils Bernard est tué à l'ennemi. Il est très affecté et en plus, il souffre d'un cancer, ce qui le contraint à rentrer en France pour y être soigné. Delattre meurt le 11 janvier 1952 des suites de l'opération et c'est tout un pays qui pleure la mort de l'un de ses héros. Il est inhumé en Vendée dans son petit village natal. Il a été fait maréchal de France à titre posthume et on lui organise des funérailles nationales auxquelles assistent De Gaulle, Eisenhower et Montgomery. Il laisse derrière lui l'image d'un grand commandant français, valeureux, proche de ses soldats et redoutable chef de guerre. Il a fait honneur à la France durant la Seconde Guerre mondiale avec cette fantastique épopée de la Première Armée et toute sa vie, comme homme, comme soldat, il aura appliqué ce qu'était sa devise, ne pas subir.